Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Périscope sur Burkina Info. Un numéro tout entier consacré à la question foncière au Burkina, érigé depuis quelques mois par le président du Faso comme l'un des chantiers les plus importants de son second quinquennat à la tête de l'État burkinabé. État des lieux, défis et perspectives d'une question sensible dans ce numéro de Périscope avec Marc Gueswende Ouedraogo. Il est directeur général de l'urbanisme, de la viabilisation et de la topographie au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, monsieur Toumondi. Périscope, aujourd'hui, c'est également l'affaire de Bouraima Ouedraogo, journaliste. Il est directeur de publication du bimensuel Le Reporter et du quotidien en ligne Info H24. Bouraima Ouedraogo est par ailleurs président de la Société des éditeurs de la presse privée. Bonsoir, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonsoir. C'est le 125e numéro de votre émission Périscope que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Après avoir été investi à nouveau le 28 décembre 2020 dans ses fonctions de président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré a notamment promis d'engager au cours de son deuxième quinquennat à la tête du Burkina, je cite, la relecture de la réforme agraire et foncière pour régler durablement les questions foncières et immobilières. Fin de citation. Dossier sensible et brûlant s'il en est, les questions liées au foncier urbain et rural suscitent beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes, de frustration aussi et des espoirs. Peut-on dire qu'avec cette promesse, Roch Marc Christian Kaboré veut mettre le pied dans une fourmilière, M. Ouedraogo? Je vous remercie pour l'invitation adressée à notre modeste personne pour intervenir sur une question aussi sensible que le foncier, et particulièrement le foncier urbain, qui est le domaine dans lequel j'interviens. Effectivement, le président du Faso avait pris cet engagement de remettre de l'ordre, si on peut s'exprimer ainsi, dans la gestion foncière dans notre pays. Cela procédait d'un certain nombre de constats. Et vous vous souviendrez déjà que sous le mandat passé, il a été plusieurs fois question de l'appurement du passif sur le foncier urbain. C'est un dossier qui a été porté bon an, mal an, avec pas mal de difficultés rencontrées sur le chemin. Et à ce jour, du progrès a été constaté, mais l'essentiel reste encore à faire. Et sur un autre registre, vous entendez tous les jours sur les zones et un peu partout au sein de l'opinion des cris qui se lèvent contre une certaine pratique, notamment la promotion immobilière, que certains, au sein encore de l'opinion, qualifient d'activité qui a tendance à accaparer les terres des populations. Et du fait d'accaparement, c'est chacun suivant son appellation. Sur un autre registre, on pourrait plutôt parler de bradation des terres aussi par les populations. Je dis bien c'est chacun selon son appréhension. Et des autorités locales ont été accusées de trafic de parcelles, ainsi de suite. Donc, vous comprendrez que c'est un dossier chaud. Et le président du Faso s'est senti interpellé sur le sujet. Donc c'est bien à juste titre que cet engagement a été pris. Et de répondre, est-ce qu'il s'engage sur un dossier brûlant? Bon, c'est un dossier, oui, c'est pas simple, mais je pense qu'il fallait s'y engager et c'est ce qu'il a fait. Et ensemble, chacun suivant ses attributions, sa mission, chacun on va contribuer à sa manière à y remédier. Il faut contribuer à y remédier. Bouraima Ouedraogo, vous avez sans doute beaucoup travaillé sur ces questions-là. Vous avez écouté le président du Faso. Vous connaissez un peu la cartographie de ces difficultés au plan des lotissements, au plan du foncier rural, foncier urbain et tout ça. Est-ce une fourmilière? Je dirais que c'est pire que ça. Parce que je me demande si c'est pas vraiment... Comme on le dit, peut-être il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais je dirais aussi qu'au cours du premier mandat, on a laissé faire. Parce que voyez-vous qu'on est passé aujourd'hui, on était dans un contexte où on avait moins de sociétés
des prétendues sociétés de promotion immobilière, parce qu'en fait, la plupart ne sont que des vendeurs de parcelles, ils ne sont pas des sociétés de promotion immobilière, parce que la grande majorité n'ont construit aucune maison nulle part au Burkina Faso. Ils ont juste acquis des terres avec des populations qui revendent à qui voudrait, et surtout aussi de façon illégale. Les DG de l'urbanisme me dira après mais la plupart sont dans l'illégalité totale, et ils ont fonctionné malheureusement pendant les 5 ans comme s'ils étaient dans la légalité. On a comme l'impression que le gouvernement, avec de temps en temps des sorties timides qui ne faisaient pas le poids par rapport au danger effectivement qu'il y avait sur le terrain. Mais est-ce que vous estimez qu'en en formulant cette promesse d'engager la relecture de la réforme agraire et foncière, le président du Faso veut effectivement mettre cet ordre-là? Il faut commencer déjà par apurer le passif, parce que le passif, au-delà de lotissement dont on parlait, parce qu'aujourd'hui le passif n'est plus les questions de lotissement opérées par les conseils municipaux. Le passif aujourd'hui concerne les terrains acquis par les populations avec les sociétés immobilières dans l'illégalité. Comment on peut réparer les torts? Est-ce qu'aujourd'hui, si on doit aller à la relecture de l'ARAP, comment faire en sorte que ceux qui ont acquis des terrains avec les sociétés immobilières, qui les ont vendus illégalement, qui ne savaient pas que ces sociétés étaient dans l'illégalité, comment on fait pour eux? Est-ce qu'il faut effectivement aujourd'hui que l'État régularise la situation de ces citoyens qui ont payé beaucoup de millions pour acquérir des terrains à travers des lotissements illégaux, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire pour ces citoyens-là? En outre, comment faire en sorte qu'on mette de l'ordre dans la création de ces prétendues sociétés de promotion immobilière? Parce qu'on a comme l'impression que la terre, c'est comme l'or, que c'est un filon en or que certains ont découvert, et ils se lèvent chaque matin, ils sont levés un matin, ils ont créé une société qu'ils appellent X, qui évolue dans la société de promotion immobilière. On trouve un peu d'argent, on va dans un village environnant Ouagadougou ou Bobo, en tout cas les centres urbains, on acquiert des hectares et on se met à lotir et à distribuer. Alors, est-ce que vous avez donc une physionomie claire de cette situation avec les sociétés qui sont devenues finalement des prédatrices ou qui font miroiter un certain nombre d'avantages à des populations qui s'engouffrent là-dedans et puis qui découvrent plus tard que c'était une mauvaise affaire? Oui, naturellement, je dois convenir avec M. Ouedraogo sur tout ce qu'il a dit. Il y a la vérité dedans. La situation saute aux yeux, il faut l'accepter et puis voir ensemble qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier. Donc, vous avez même suivi que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, lors de son discours sur la déclaration de politique générale, a annoncé effectivement la prise de mesures conservatoires. La prise de mesures conservatoires veut dire naturellement qu'il y a une situation qui mérite d'être regardée de près. Et naturellement, on regrette avec tout le monde et l'opinion. Et naturellement, on a créé un secteur d'activité, à savoir la promotion immobilière, avec à l'esprit de contribuer à pallier au manque criard en logement au profit de nos populations. C'était déjà en 2008 pour son histoire récente, bien sûr, parce que la promotion immobilière s'exerçait déjà, mais c'est avec la loi de 2008 que cette activité a été réorganisée. Et au départ, on peut dire que tout se passait plus ou moins bien, mais il faut reconnaître que ces dernières années, il y a eu une explosion de ces sociétés de promotion immobilière. Et là aussi, il faut dire, ce n'est pas faute pour l'administration d'avoir voulu circonscrire l'effectif de ces sociétés, mais c'est la législation en vigueur qui l'autorisait. Donc, tout ça... Est-ce que vous dites que toutes ces sociétés immobilières ont rempli aux conditions légales d'existence en ce moment-là? Oui, il faut prendre le sujet sur deux volets. L'existence légale en tant que société agréée, beaucoup ont souscrit, ont respecté la procédure. Vous dites beaucoup, ça veut dire qu'il y en a qui ne l'ont quand même pas respecté. Ah oui, j'en viens. Beaucoup ont respecté la procédure pour
se faire reconnaître comme promoteur immobilier. Maintenant, parmi ceux qui se sont fait reconnaître légalement comme promoteur immobilier, sur le terrain, la pratique a été autre. Pour se dire qu'on a un projet immobilier régulièrement autorisé, il faut un projet immobilier approuvé. Après l'approbation du projet immobilier, il faut avoir l'autorisation de lotir. Et une fois qu'on a l'autorisation de lotir, et je dois le préciser, on l'a toujours dit et répété, tu n'as pas l'autorisation de vendre des parcelles nues. Parce que c'est vrai aussi que la législation a fait cette ouverture vers la promotion foncière, mais l'administration étant conscient du besoin réel de la population qui est le logement, n'a pas souscrit, n'a pas adhéré à cette option de faire de la promotion foncière. Ce qui fait que tout ce qui était comme projet foncier déposé auprès de l'administration pour les autorisations n'ont pas été acceptés. Donc, on a approuvé des projets immobiliers aux fins de construction de logements au profit de la population. Et c'est une fois après avoir obtenu ces autorisations, pour ceux qui les ont obtenues de façon légale, se sont mis à vendre des parcelles nues. Nous avons à plusieurs reprises attiré l'attention des populations, mais force aussi est de reconnaître que sur ce registre-là, la population aussi se laisse souvent aller. Moi, personnellement, j'ai des connaissances qui m'ont souvent appelé pour demander des informations par rapport à la possibilité de s'engager pour tel ou tel promoteur. Après avoir pris toutes les informations, je leur dis clairement, non seulement tel n'a pas les autorisations, et même s'il les avait, il n'est pas autorisé à vendre des parcelles nues. Donc, mais malgré tout ça, rapidement. Vous avez plusieurs volets, et malgré tout ça, il y a des citoyens qui, après avoir eu les informations justes, se sont lancés quand même dans l'achat de parcelles nues. Maintenant, je reviens sur l'autre volet. Vous avez dit, il y a ceux qui ont les papiers, mais qui n'ont pas les autorisations. Mais il y a un autre volet de pseudo-promoteurs immobiliers qui se font passer comme tels, alors qu'ils ne se sont jamais présentés auprès de l'administration pour avoir l'agrément même pour se faire reconnaître d'abord même comme promoteur immobilier. Ouais. Donc il y a tout ce méli-mélo là qui fait que sur le terrain, la confusion s'est installée. Alors, Bourema Ouedraogo, les promoteurs immobiliers qui rusent avec les textes et se présentent comme tels, ont les papiers qu'il faut, mais font autre chose sur le terrain. Et il y en a qui n'ont aucun papier et qui se déportent auprès des populations pour vendre des parcelles. Et les populations elles-mêmes, parfois, même si elles sont informées, elles préfèrent acheter ces parcelles-là pour au moins avoir une terre quelque part. Donc, comment on résout cette équation? Oui, je crois d'abord que c'est de la responsabilité première de l'État. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un vient se présenter et s'annonce comme une société de promotion immobilière, qu'on lui donne un agrément et qu'il fait autre chose, l'État doit sévir avec toute la rigueur que cela exige. Malheureusement, pour les sociétés immobilières, on a comme l'impression que l'État a fermé les yeux. Vous prenez, je donne juste quelques chiffres. En 2014, ça dit juste avant l'insurrection, on était à moins d'une vingtaine de sociétés de promotion immobilière au Burkina Faso. En 2019, on était à plus de 270. C'est-à-dire, en l'espace de 5 ans, on a plus de 250 sociétés de promotion immobilière qui sont créées au Burkina Faso. Ce qui est énorme. Et quand vous regardez, et toujours en 2019, il y a la Direction générale des impôts avait publié un communiqué en donnant la liste des sociétés immobilières en règle vis-à-vis de l'administration fiscale. Il n'y en avait que 12. Mais on est dans quel pays où, effectivement, on peut avoir 270 sociétés formellement constituées et il n'y a que 12 qui sont en règle et l'État ne fait rien. Oui, justement, l'État ne fait rien. On ne peut pas dire que c'est la faute des citoyens si les citoyens sont grisés. Parce qu'on a comme l'impression que l'État est complice avec ses escrocs. Excusez-moi le terme, parce que c'est ce qu'il faut dire. Mais quand quelqu'un n'est pas en règle, c'est que ce qu'il fait est foncièrement illégal et qu'il va voir ses concitoyens pour leur dire « j'ai des parcelles à vous vendre » alors qu'il n'a pas le droit de vendre des parcelles, moi j'appelle ça de l'escroquerie. Et l'État doit faire en sorte que force reste à la loi pour protéger les citoyens de tous ces escrocs justement qui veulent s'enrichir sur l'aide d'eau. Or, si ce terrain-là,
on n'a pas vu l'État. On espère justement que la remise de... C'est-à-dire l'ordre qu'il faut restaurer là, ce n'est pas seulement la relecture de la RAF. L'ordre qu'il faut restaurer, c'est de faire en sorte que si dans le domaine de la promotion immobilière, toutes ces sociétés et ces individus qui ont rusé avec l'État et avec les populations puissent rendre compte et qu'ils soient sanctionnés à la hauteur du forfait qu'ils ont commis. Et que les populations puissent être rétablies dans leurs droits. Parce que nous sommes dans un état de droit aussi. C'est vrai, on parle de relecture, mais en même temps, ce n'est pas la première fois qu'on appelle à la relecture de la réforme agraire et foncière. Cette réforme a été élaborée et mise en œuvre à partir de 1984. C'est un texte, il faut le rappeler et le souligner, qui a notamment pour mission, je cite, d'accroître les productions agro-pastorales et la production de logements au moyen des aménagements d'une part, de sécuriser les personnes physiques et morales en leur délivrant des titres d'autre part. Fin de citation. Alors, une relecture de la RAF, c'est très bien. Donc, est-ce qu'on peut faire rapidement, après celle engagée en 2010, est-ce qu'on peut faire un état des lieux? Qu'est-ce qui a changé? Quels sont les objectifs que voudrait atteindre la relecture annoncée actuellement? Merci bien. Vous permettez que je revienne sur certains aspects de l'intervention de M. Ouedraogo Bourema. La question de la pléthore des promoteurs immobiliers, on l'a souligné, c'est lié aux conditions édictées par le règlement, par les textes réglementaires pour se faire appeler promoteur immobilier. C'est parce qu'on est dans le domaine de la promotion immobilière qui est décrié aussi que ce chiffre-là effraie aujourd'hui. Mais si vous partez dans le domaine du bâtiment ou des routes, vous allez voir qu'il y a des pléthores d'entreprises. Ça veut dire que les conditions ne sont pas suffisamment sévères pour y aller. Vous voyez, on évolue dans un environnement international où vous avez certainement entendu parler des réformes doing business, où la tendance était d'assouplir les conditions de création d'entreprises, ainsi de suite. Donc, c'est dans ce registre-là, c'est sur cette lancée que certains textes ont été pris. Aujourd'hui, nous sommes conscients que les conditions, mais je vous l'ai dit, j'ai été au départ, quand ces textes-là se prenaient, la caution était fixée à 50 millions. Et déjà, il y en a qui pensaient que c'était trop. Vous voyez, en 2008, il y en a qui pensaient que 50 millions, c'était trop, qu'il fallait alléger. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est très dérisoire. Et il y a même eu des... Donc, depuis 2008 jusqu'à maintenant, ça n'a pas évolué? Non, les textes n'ont pas évolué. C'est les textes de 2008 qui prévalent. Cette caution toujours. de 50 millions, non? 50 millions. Maintenant, nous avons proposé des réaménagements de ces textes-là. Et les premières propositions allaient jusqu'à 200 millions. Et à 200 millions, il y en a qui pensaient toujours que c'est dérisoire, qu'il faut aller même jusqu'à 1 milliard. Donc, vous voyez, c'est chacun selon sa perception de la réalité du terrain. Maintenant, parlant de la complicité de l'État, bon, si l'insuffisance de moyens qui fait qu'on ne peut pas être partout sur le terrain peut être perçue comme une complicité, peut-être qu'on peut l'accepter. Mais en 2019, nous avons fait l'effort d'aller sur le terrain, contrôler, faire des opérations de contrôle à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Ce rapport-là existe, il a même été examiné par le conseil de cabinet et il était question maintenant de voir dans quelle mesure on passe à la mise en œuvre des recommandations formulées. Maintenant, c'est vrai, si vous parlez de l'État, en termes de puissance publique, oui, je conviendrai. Maintenant, très souvent, on porte le regard sur l'État central en oubliant le rôle des collectivités territoriales. Vous voyez, l'État central ne peut pas avoir les yeux partout. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, il y a les collectivités aussi qui devraient pouvoir jouer leur partition de sorte à ce qu'ensemble, on arrive à circonscrire les dégâts ou l'anarchie qui se vit sur le terrain. Donc, maintenant, ce sont ces insuffisances-là que la relecture doit corriger. Oui, je sais que vous étiez sur la question, mais je ne sais pas si... Non, en fait, il y a une précision que je voudrais apporter par rapport à... Le problème n'est pas la pléthore, le problème n'est pas le nombre. Okay. Le problème, c'est le respect de la réglementation. Le problème, c'est que
effectivement, on arnaque les citoyens aux yeux, au nez et à la barbe de l'État. C'est ça le problème de fond. Ce n'est pas faute de dénonciation. Quand vous prenez les médias aujourd'hui, il ne se passe pas une journée sans qu'on dénonce soit des expropriations, soit des tentatives de je ne sais quoi, un peu partout, surtout à Ouagadougou et ses environs. Ça se passe tous les jours. Mais au moins, ça dit s'il y avait, et jusque-là, il n'y a pas de sanctions. Si on avait sanctionné au moins un des fautifs, je crois que ça allait dissuader les autres aussi de continuer. L'autre aspect, l'Assemblée nationale a fait des enquêtes parlementaires sur les fonciers. Ils l'ont fait en 2016, qui a été démontré que beaucoup de maires se sont lancés effectivement dans les trafics de parcelles. Pratiquement 60 000 parcelles qui ont été illégalement attribuées ou bien... On va venir à cette enquête, enquête parlementaire, okay. Bourema Ouedraogo. Si je vous ai bien suivi, vous pensez qu'il faut aller au-delà de cette relecture. Pour vous, donc, cette relecture ne constitue pas vraiment une réponse adéquate à la situation. Avant d'arriver à la relecture, il faut corriger, il faut régler les problèmes que nous avons aujourd'hui. Sinon, la relecture ne fera que empirer la situation. Maintenant qu'on ne va pas régler la question, ceux qui ont déjà acheté, on fait quoi avec eux? Est-ce qu'ils ont droit à les parcelles? Est-ce que l'État va prendre des mesures pour leur permettre de pouvoir effectivement jouir de leur propriété foncière? Ou bien, qu'est-ce qui va se passer? D'autant plus que certains ont déjà construit sur les parcelles acquises illégalement. Comment on fait? Toutes ces questions-là, moi je crois qu'il y a des préalables à la relecture. Oui, mais est-ce que ce n'est pas tout cela justement qu'on met dans la corbeille pour parler de relecture, puisqu'on ne peut pas faire cette relecture sans un véritable état des lieux, on ne peut pas faire cette relecture sans savoir quelle est la nature des différents problèmes qui se posent pour trouver les solutions qu'il faudrait, alors qu'il y a quand même beaucoup de documentation et de littérature là-dessus déjà, donc il va falloir mettre tout ça dans la corbeille pour y aller. Est-ce que l'élargissement du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, qui prend désormais en compte donc la ville, participe donc à la prise en compte de cette volonté de mettre tout à plat pour revoir la situation dans l'ensemble sur les questions foncières, les questions d'habitat et les questions d'aménagement urbain? Oui, je pense que si au plus haut sommet de l'État, on a annoncé la nécessité de revoir les choses, c'est-à-dire que le débat ne se pose plus en termes de est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il ne faut pas faire, on est sûr qu'il faut agir. Il faut agir, et s'il faut agir, c'est qu'il y a quelque chose à rectifier. On est tous d'accord là-dessus. Il y a des questions sur lesquelles c'est certainement pas sur ce plateau-là qu'on va trancher, notamment ceux qui se sont déjà engagés avec des promoteurs irréguliers. Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je pense que monsieur le ministre Sankara aussi a eu l'occasion de s'adresser aux médias. Il a dit qu'il y a pas mal de choses qu'on va opérer dans le dialogue et la concertation. Nous sommes une société avec une forte propension au social. Il y a des éléments qu'il va falloir regarder de près, au cas par cas, pour trancher. Parce que si il y a beaucoup de cas, est-ce qu'on va pouvoir gérer tout ça au cas par cas? Il y a beaucoup de cas. Parfois, il faut savoir aussi trancher dans le vif, non? Oui, naturellement, c'est ce que je dis. Quand on dit dans la concertation, ainsi de suite, à un moment donné, il faut prendre une décision. Mais je suis en train de dire qu'il ne m'appartient pas à moi ici de dire non, on va raser, on va régulariser, ainsi de suite. Non, toujours est-il qu'il faut régler le problème. Maintenant, c'est ensemble qu'on va arriver à traiter de cette question dont tout le monde convient qu'il y a des choses à revoir. Oui. Maintenant, la réforme foncière, moi je pense qu'il faut articuler le tout. Dans tous les cas, on ne peut pas intervenir pour régler ce qui est pendant, tout en sachant que un pan des effets est dû à ce qu'on veut revoir, la législation foncière. Tout le monde est d'accord aujourd'hui que la réorientation donnée à la RAF de 2012 est pour quelque chose. Quand par exemple, au début de mon intervention, j'ai parlé d'accaparement, bradation. C'est pour dire que d'un côté, il y a ceux qui pensent que les promoteurs immobiliers s'accaparent des terres des populations, mais vous vous rendrez compte quand vous vous approchez
qu'il y a les populations qui démarchent des promoteurs immobiliers pour venir prendre leurs terres. Pour vendre leurs terres. À ce moment, ils sont en train de brader leurs terres. Voilà, donc vous avez même vu que il y a 2 ans ou même des périodes récentes, vous avez vu des populations sortir, manifester contre certaines opinions qui pensent que les promoteurs immobiliers leur faisaient la force. Ils sont sortis dire clairement que non, c'est nous qui avons donné nos terres. Donc, du coup, ce que je disais qu'il fallait articuler les interventions, c'est quoi? Parce que la question foncière, on a dit, la loi de 2012 donne des prérogatives aux particuliers. Et c'est au nom de cette libéralisation de la possession foncière que les populations se mettent à vendre leurs terres. Avant ça, c'est vrai que les deux réalités cohabitaient, c'est-à-dire la loi moderne et puis le droit coutumier cohabitaient, mais le fait que la loi prescrivait la pleine propriété des terres par l'État, ça avait un peu ralenti des appétits, des propensions à la vente des terres. Mais aujourd'hui que la population a pris conscience qu'elle est possesseur foncier, c'est au nom de cette nouvelle situation, de cette nouvelle réalité, que la situation que nous vivons s'opère. Donc voilà pourquoi moi je pense qu'il faut articuler les deux, réviser les textes et voir sur ce qu'on peut appeler le passif ou le pendant, qu'est-ce qu'il faut faire. Une situation donc difficile, Bourema Ouedraogo. Oui, non, je ne suis pas contre la relecture, bien au contraire. Parce que pour moi, effectivement, en fait, j'ai dit, il y a des préalables. Mais après les préalables, effectivement, il faut que cette relecture-là permette 2 choses. Qu'on fasse en sorte que les populations ne puissent plus vendre les terres comme ça se passe aujourd'hui. Et faire en sorte aussi qu'on ne donne pas un certain nombre de pouvoirs aux conseils municipaux qui délibèrent sur cette matière. Parce que là aussi, c'est un autre problème. On permet aux conseils municipaux, parce que à part on dit, les promoteurs immobiliers et les populations sont entendus. Donc, eux, maintenant, ils délibèrent pour valider une décision qui a été prise. Maintenant, on sait comment ça se passe. Parfois, effectivement, c'est les populations qui sont demandeurs. Moi, j'ai échangé avec un mec qui m'a dit qu'ils avaient une délibération si, comment on appelle, si une propriété, ou en tout cas si des terres rachetées par un promoteur immobilier, et le conseil municipal était en majorité contre. Ils voulaient décider, mais les populations des villages concernés sont venues avec des machettes et des gourdins, s'agglutiner dans la cour de la mairie pendant que les conseillers délibéraient. Pour leur dire que si vous rejetez la délibération pour accorder les terres aux promoteurs immobiliers, vous allez nous trouver ici. Donc, ils ont été obligés de délibérer au forceps au profit du promoteur immobilier. Mais ces populations aussi, ce qu'il faut dire, c'est que on est dans un pays extrêmement pauvre. Quand on peut venir donner 500 000 francs à un pauvre paysan qui n'a jamais eu 50 000 francs, imaginez comment effectivement qu'est-ce qu'il peut donner en retour. Et les promoteurs immobiliers jouent sur ça. Il y a des villages où on a distribué des motos, on a tout aux jeunes, on a distribué de l'argent pour pouvoir avoir les terres. Parce que quand tu donnes 200 000 francs pour avoir 1 hectare, bon, 1 hectare, tu fais combien de parcelles? Tu ne fais rien, au contraire, c'est le jackpot. Et beaucoup de promoteurs immobiliers sont dans cette logique-là. Et c'est ça qu'il faut que la révision, il faut qu'au niveau de la révision, on crée les conditions pour que justement ces marchands d'illusions-là ne puissent pas continuer à spolier les populations en les faisant miroiter des sommes d'argent qui dépassent, qui représentent rien par rapport à ce qu'ils perdent. Il faut déjà donc gérer la situation de ces populations qui sont faibles, qui sont affaiblies, des situations qui les rendent vulnérables. Donc, face à cette situation-là, vous avez parlé tout à l'heure de la commission d'enquête parlementaire. Eh bien, nous y arrivons. Elle a été mise en place en 2016 par l'Assemblée nationale. Cette commission a établi des manquements on ne peut plus graves en la matière. En 2 mots, on peut évoquer, par exemple, de nombreux cas d'absence de titres fonciers et d'occupation illégale de sites par des promoteurs immobiliers privés. On peut également noter où ce rapport a pointé des cas de spéculation sur les prix des terrains, de mauvaise qualité des cas de mauvaise qualité des constructions, de la disparité des coûts des logements sociaux. Donc, pour ne parler que de cet aspect promotion immobilière, alors que compte faire le ministère pour assainir un peu ce milieu?
Bon, on en a parlé un peu, mais finalement, la situation, elle est là. En attendant d'y arriver, en attendant les mesures fortes, comment vous y travaillez? Quelle est la vision globale du ministère là-dessus? Oui, je vous remercie. La première mesure, c'est la mesure conservatoire. Et vous avez appris qu'en date du 9 février à côté, Monsieur le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville a pris une note circulaire pour suspendre le traitement des dossiers de promotion immobilière. Ça s'applique. Parce que ça veut dire que ça continue, hein? Les gens continuent d'envoyer des dossiers pour... Oui, naturellement. À sa prise de service, il y avait déjà des dossiers en instance. Et pendant qu'il était là, il y a des dossiers qui continuaient à venir à des niveaux d'avancement différents, mais ça continuait à venir. Donc, c'est déjà ça comme mesure conservatoire initiale. Il est prévu également une concertation entre les différents ministres concernés par le sujet pour voir comment on élargit ces mesures conservatoires. Et parallèlement, c'est ce qui avait été dit, un certain nombre d'initiatives étaient déjà en cours dans le sens de la relecture des textes. Il s'agit de poursuivre ces initiatives-là de manière à ce qu'on ait des textes toilettés et qui répondent beaucoup plus aux aspirations de la population. Et naturellement, si je dois me résumer, je pense qu'il faut tendre vers des textes qui font de la promotion immobilière un outil d'appui à la politique publique en matière de logement. Si je veux me résumer. Et ainsi de suite, tirant leçon également des insuffisances passées, il va falloir sans doute revoir les conditions d'accès, d'obtention de l'agrément. Il va falloir revoir les conditions d'accès même aux terres. Parce qu'aujourd'hui, le promoteur peut aller voir directement le possesseur coutumier pour marchander. Pourquoi ne pas instaurer, par exemple, une autorisation préalable avant d'aller mobiliser les terres? Pourquoi ne pas faire en sorte que même le possesseur foncier ne puisse pas céder une certaine proportion de son patrimoine sans autorisation préalable? C'est autant d'idées qui peuvent être mises sur la table. Et encore une fois, moi je pense que si on veut que les choses marchent, il faut inclure la concertation, la participation dans tout ce qu'on va prendre comme décision pour ne pas créer d'autoblocages après. Alors oui, je reste avec vous. Vous avez parlé de participation, de concertation, de collaboration avec les différents ministères concernés. Il y a notamment donc, le ministère chargé de l'administration territoriale dont relèvent les maires des communes et arrondissements. Ce sont ceux-là même qui gèrent donc ces questions liées au lotissement. Est-ce qu'il y a déjà une dynamique à ce niveau pour qu'effectivement on arrive à parler d'une seule et même voix? Oui, je peux dire oui. Déjà que la circulaire prise par monsieur le ministre Sankara a été appréciée par ses collègues et l'idée de se retrouver entre eux pour convenir des démarches prochaines à suivre a été acceptée également et ils doivent se rencontrer sur le sujet. Donc, je pense qu'ils vont se comprendre. Donc, la dynamique est enclenchée. Alors, Bourema Ouedraogo, on l'a noté dans ce rapport d'enquête parlementaire, des parcelles illégalement attribuées. Les parlementaires en ont répertorié, si je ne m'abuse, 105 000 parcelles illégalement répertoriées qui sont allées à diverses personnes, physiques et morales. Des maires ont été mis à l'index, qui se sont attribués parfois des milliers de parcelles, pendant que nombre de Burkinabés sont en quête juste d'un lopin de terre à coût accessible et mieux d'un toit pour poser leur tête. Oui, c'est dommage, il y a un maire qui s'est octroyé 2000 parcelles à lui ou à elle seule. Ça montre dans quel état d'esprit on se retrouve effectivement. Parce que quand on postule à un statut d'élu local, ça dit qu'on va au service pour servir la population au plus proche. Et qu'on se retrouve à s'attribuer soi-même 2000 parcelles, ça montre effectivement qu'il y a, dans la relecture aussi, peut-être qu'il faut aussi qu'on regarde aussi, au-delà des promoteurs immobiliers et tout ça, c'est de voir aussi, est-ce qu'il ne faut pas exiger un certain nombre
Une limitation? Non, pas de limite. Ça dit qu'il faut qu'il y ait des enquêtes de moralité même pour des gens, avant que des gens ne puissent postuler à être candidats pour être conseiller municipal. En n'en parlons pas, mais parce qu'on a comme l'impression que là où il y a le plus gros problème a commencé déjà au niveau des conseils municipaux à travers les maires. Et ensuite, effectivement, quand les maires ont été bloqués parce qu'on a suspendu à un moment donné les lotissements, certains ont passé les relais aux sociétés de promotion immobilière. Et quand vous allez regarder de près, parmi la plupart des sociétés de promotion immobilière, vous trouverez un conseil municipal ou un maire derrière. Ça montre la collision qui est organisée justement pour piller les ressources foncières au profit d'une minorité d'insatiables qui, effectivement, se livrent allègrement à leurs yeux. C'est ça le problème. S'il faut relire la loi, il faut que ce soit durci le maximum il faut durcir pour faire en sorte que... Les différentes conditions. Voilà, pour créer les conditions pour que, effectivement, celui qui s'engage comme promoteur immobilier vient avec les ressources qu'il faut, fait effectivement de la promotion immobilière. Parce que l'autre aspect qu'on ne dit pas par rapport à la promotion immobilière, moi je ne suis pas sûr que les maisons que beaucoup de sociétés immobilières offrent aux populations sont forcément des logements sociaux ou sont de bonne qualité. Le rapport de l'enquête parlementaire a montré que la plupart ne sont pas de bonne qualité. Donc tout cela aussi, il faut que la révision instaure des tests pour permettre de vérifier aussi la qualité des produits livrés aux populations. Si vous livrez une maison à un citoyen et que c'est de mauvaise qualité, c'est de votre responsabilité, vous devez reprendre la maison ou lui trouver une maison de bien meilleure qualité. Sinon, on va relire les textes, on va permettre, on va durcir et il ne faut pas aller au fait qu'il faut augmenter la caution. Ce n'est pas les plus riches qui sont forcément les moins véreux. Moi, je dirais même au contraire, les plus véreux, ce sont les plus riches. Parce qu'effectivement, c'est comme quelqu'un l'a dit, ceux qui n'ont rien aspirent au minimum pour survivre. Ceux qui en ont assez veulent maximiser encore plus. Donc, il ne faut pas aller sur le terrain que c'est le volume de la caution qui va faire qu'on va avoir des gens de bonne moralité dans la promotion immobilière. C'est tout à fait le contraire. Il faut créer les conditions que des gens de bonne volonté, de bonne moralité, qui n'ont pas assez de moyens, mais qui sont effectivement suffisamment engagés et qui ont une certaine crédibilité, puissent avoir accès à la promotion immobilière. Alors, et faire des maisons pour les populations. Que vous dites, Bourema Ouedraogo, c'est que le montant de la caution n'est pas un filtre adéquat, alors que pour l'élection présidentielle, par exemple, c'est également un critère d'élimination. Oui, mais là encore, c'est discutable, parce qu'on se retrouve aussi en démocratie, on se retrouve dans une sorte de suffrage censitaire de fait, parce qu'elle n'est pas candidat à l'élection présidentielle qui veut, mais qui peut. Oui, alors ça c'était juste une parenthèse. Il faut également indiquer que la mission principale de la commission d'enquête parlementaire, elle a été créée par la résolution numéro 018/2016/AN du 12 avril 2016. Cette mission principale donc était, je cite, de mener des investigations dans les grands centres urbains du Burkina Faso afin de faire un état des lieux aussi exhaustif que possible sur le foncier urbain de 1995 à 2015. Fin de citation. Cette commission ou cette mission était également de faire toujours le point sur les lotissements effectués au cours de la même période, c'est-à-dire de 1995 à 2015, dans les grandes agglomérations urbaines, notamment dans les deux communes à statut particulier que sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Fin de citation. On revient sur cette question de lotissement. Comment on l'appréhende au niveau de votre département, M. Ouedraogo? La question de dans cette nouvelle dynamique. Oui, je pense que le gouvernement a essayé au mieux de donner suite aux recommandations de la commission d'enquête parlementaire. Et vous avez vu qu'il y a eu la mise en place d'une commission interministérielle chargée de l'appurement du passif. Il y a eu une première conclusion en 2017 et c'est ça même qui a permis de lever partiellement la mesure de suspension des opérations de lotissement. Et ces travaux se sont poursuivis. Mais je dois dire malheureusement, l'équipe sur le terrain a été confrontée à une difficulté majeure, l'absence de données. Voilà. Dans plusieurs communes,
les registres qui devaient servir pour faire le travail de croisement et ainsi de suite ont été incendiés. Oui, je pense que si vous avez suivi un peu les plus hautes autorités, ça a été rappelé. Ce qui fait qu'au final, il y a eu un rapport qui a été déposé en 2020, mais le contenu ne permettait pas vraiment d'agir. Donc, le ministère a été instruit de procéder à des travaux de précision pour permettre qu'on puisse vraiment mettre en œuvre la question sur l'appurement du passif. Donc, nous avons travaillé au moyen d'images satellitaires pour faire un travail de recensement, ainsi de suite, croisé aux travaux préliminaires de la commission, et ça nous a permis de rendre disponible un rapport avec des données qui permettent quand même d'intervenir pour apurer le passif et permettre qu'on reparte sur de nouvelles bases. Voilà ce que je pouvais dire. Il faut partir sur de nouvelles bases, donc Bourema Ouedraogo, les lotissements, quelques-uns seulement en profitent. Et puis il y a aussi cette question des zones non loties et qui abritent des milliers de Burkinabés en quête depuis des années à la régularisation, à la viabilisation, etc. Oui, tout ça, c'est énormément de soucis qu'il faut régler. Parce que quand vous prenez même les zones non loties, en réalité aussi, il y a un fait qui est là. Et que l'État doit avoir le courage aussi de parler, ou en tout cas ceux qui ont la responsabilité de gérer l'État doivent avoir le courage aussi d'aller parler aux populations. Quand vous vous retrouvez en zone non lotie et vous êtes 200 maintenant sur un terrain approximativement de 2 hectares qui ne permet même pas de donner, vous êtes peut-être 2000 ménages. Sur une superficie, on ne peut même pas dégager 200 parcelles. C'est vrai que vous êtes en non-loti. C'est non-loti. Si on vient lotir, vous ne pouvez pas tout savoir. Parce que la vérité, c'est que le terrain sur lequel vous êtes même ne permet même pas de dégager autant de parcelles que le nombre de ménages que vous êtes. Ouais. Donc, à ce niveau-là, il y a un gros problème qu'il faut régler. Si bien qu'après, il y a souvent des graissements aujourd'hui, dedans. Les gens croient que quand on est en zone non-lotie et qu'il y a lotissement dans la zone, je dois forcément gagner parce que je suis résident. L'autre problème, ce qui pose problème aussi, c'est que non seulement ça ne suffit pas à ceux qui sont résidents dans ces zones, mais on trouve moyen de faire en sorte que des gens qui n'y sont même pas viennent avoir des parcelles. C'est là où il y a un gros problème. Parce que si vous voulez dire aux populations effectivement que votre espace n'est pas suffisant pour vous, il n'y a pas de raison que vous puissiez envoyer des gens qui n'y étaient même pas, qui viennent avoir des parcelles si les mêmes espaces. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est qu'il faut qu'au niveau des conseils municipaux, on revoie les questions de lotissement. On a comme l'impression que le jour où il n'y aura pas de lotissement à faire, on n'aura plus de maires ou de conseils municipaux. En tout cas, ils ne seront pas nombreux à vouloir être candidats. Parce que pour beaucoup, être conseiller municipal ou maire, c'est avoir des terrains à lotir et de pouvoir vendre les parcelles. Mais là aussi, c'est un problème. Parce que quand vous regardez aussi, on est dans un pays où il y a des textes qui ne sont pas forcément respectés. Vous avez des maires qui arrivent, qui ne sont pas rémunérés parce qu'ils ont des indemnités. Oui. Le monsieur arrive comme maire sur une Krypton. Moins de 2 ans après, il achète une voiture. Moins d'une année après, il achète une voiture. À la deuxième année, il change de voiture. Il construit des villas. Quand même, on doit pouvoir regarder, parce qu'on est dans un pays aussi... C'est l'autorité de contrôle de lutte. L'autorité de contrôle de l'État devait investiguer. Ça, c'est pas forcément l'ASE. Même la justice peut s'auto-saisir parce qu'on est manifestement dans une situation de délit d'apparence et qu'il faut vérifier. Parce qu'il faut quand on parle, il faut que les gens fassent attention. On a comme l'impression que certains pensent que quand on dit c'est les personnes qui est visée. Non, il ne s'agit pas de questions personnelles. Il s'agit de faire en sorte que la terre qui devrait profiter au maximum de Burkinabés puisse l'être effectivement pour que quelques individus ne s'en accaparent pas et puis s'enrichissent sur le dos des autres. C'est ça la question de fond. Et si on ne met pas ça devant dans les nouvelles perspectives, la réforme n'aura servi à rien du tout. Il va falloir donc y travailler sur les comportements. Donc, que fait le ministère ou que dit le ministère à tous ces habitants qui sont abonnés des zones non loties? D'accord. Déjà, je dois dire que je suis d'accord avec ce que M. Ouedraogo Bourema a dit tout à l'heure. Et j'appelle
tous mes voeux que cette manière de percevoir le mandat électif soit revue. Effectivement, il y a des municipalités, quand on parle, justement, ce n'est pas tout le monde. Voilà. Mais la majorité, il y en a qui pensent que si je fais mon mandat sans faire un aménagement, un lotissement, je n'ai pas réussi. Alors qu'on a tellement de chantiers de développement, et vous allez arriver dans une commune, le lotissement est fait depuis plus de 20 ans, personne n'y habite, mais il arrive, il veut quand même faire un autre lotissement. Maintenant, à leur décharge, c'est que c'est la population aussi qui pousse les maires aussi à ça. Quand la population voit un maire, il dit, monsieur le maire, ma parcelle. Mais il y a le sens de la responsabilité. Oui, mais c'est-à-dire que quand toi-même il doit s'élever par rapport à un certain nombre de choses. Tu as reçu le mandat de ta population. Tu sais bien que c'est leur besoin comme ça et que ta réélection passe par là. Tu es tenté. C'est pour dire qu'il ne faut pas accuser un seul côté. Je l'ai reconnu. Mais dans la pratique aussi, il faut qu'au niveau de la population, la mentalité change pour apprendre à demander des écoles, des forages, des centres de santé, des marchés, ainsi de suite, à leur maire, plutôt que de passer le temps à demander des parcelles, pendant que ce qui est aménagé depuis des années n'est pas mis en valeur. Maintenant, ce que vous dites, c'est que s'il y a un corrompu, c'est qu'il y a des corrupteurs. Ah bon, naturellement, maintenant, je n'ai pas amené ça sur le registre de la corruption, mais c'est des requêtes. C'est des requêtes. C'est au vu et au su de tous. Hein. Et il n'est pas rare qu'un citoyen d'une collectivité voit un maire, ou bien un simple ami d'un maire de commune dit, mais monsieur le maire, je n'ai pas encore eu ma parcelle. Mais quand la logique prévaut dans ce sens, si tu vas à l'est, on te dit ça, tu vas à l'ouest, on te dit ça, tu vas au nord, c'est-à-dire que partout où tu vas, on te dit ça. Tu finis par te convaincre que c'est par là que tu dois passer pour te faire désirer, ainsi de suite. Il va donc falloir... Vous avez parlé de la question de la restructuration. Rapidement, voilà, oui. Donc on y est également. En 2018, nous avons pu adopter un document de stratégie d'intervention pour régler la question des non-lotis. On a qualifié ça de restructuration. Je me souviens que sur ce plateau même, on a dû venir pour expliquer ce que c'est que la restructuration, parce que ça avait créé la confusion. Mais nous avons expliqué que c'est une forme de lotissement, mais qui tient compte que des occupants, ils sont déjà, des résidents. Et il faut en tenir compte pour faire le moins de démolition possible. C'est la définition simpliste de la restructuration. Donc il y a une stratégie qui existe et je suis d'avis avec lui. Les tailles des parcelles, on a revu justement pour amener ça par exemple à 150 mètres carrés pour que ça atteigne le maximum. Et malgré tout, il faut admettre aussi qu'on ne peut pas non plus satisfaire tout le monde malgré la réduction de la taille. Et la réussite ou bien l'engagement d'une telle opération nécessite forcément une adhésion des acteurs à ce principe-là. Non seulement que l'intervention ne peut pas ne pas toucher à des constructions parce qu'il faut passer des voies, mais aussi que tout le monde ne peut pas avoir. Parce que dedans, il y a des occupants réels et sérieux qui n'ont que ça comme bien immeuble, mais il y a aussi des spéculateurs qui se contentent par exemple de 50 mètres carrés pour construire leur maison et après tu veux leur donner 150 mètres carrés, ça devient un problème. Ça devient plus donc, voilà. En location à d'autres personnes. Ah, voilà, exactement. Alors donc vraiment, Ouédraogo, c'est un appel à la responsabilisation. Tout le monde doit apporter sa pierre pour changer les données. Sens du civisme pour construire ensemble pour une société où il fait bon vivre pour chacun, pour tous. Oui, tout à fait. Et maintenant, et ça c'est ce qu'effectivement M. Ouédraogo a dit tout à l'heure, c'est vrai que les populations demandent. Quand tu as un parent qui est élu maire ou bien un ami, tu dis bon écoute, tu ne peux pas finir ton mandat sans que j'ai une parcelle dans ta commune. Il faut qu'on sorte de cette logique. C'est comme la corruption. Tout le monde est enclin à dénoncer. Il faut savoir dire à celui qui demande que ça ne se passe pas comme ça. Voilà, quand il s'agit des autres, on est enclin à dire ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas bon. Mais quand c'est soi-même et qu'on est bénéficiaire, on a tendance à oublier effectivement qu'on est dans la légalité. Donc il faut effectivement que chacun mette du sien. Si on veut effectivement qu'on construise une société juste où chacun effectivement a sa place, il faut effectivement que chacun accepte que les raccourcis
ne peuvent que contribuer à créer, comme on appelle, des disparités entre les différents acteurs dans l'espace public. Donc il faut faire en sorte qu'on évite le moins possible les raccourcis, qu'on puisse respecter la réglementation pour tous, et que tout le monde puisse respecter la réglementation, et on avancera effectivement vers un accès équitable à la terre où le maximum de Burkinabés pourraient effectivement y accéder et pouvoir avoir les logements comme il se doit. Mais tant qu'on va être dans une position où effectivement chacun veut profiter de la petite brèche qu'il a, naturellement, ceux qui n'ont pas de brèche n'auront rien. C'est ça. Ceux qui n'ont pas de brèche n'auront rien. On l'a dit, c'est une fourmilière, un dossier sensible, chaud, brûlant. Alors, il n'y aura pas assez de ce quinquennat pour résoudre ce problème, M. Ouédraogo. Comment on pose quand même les jalons d'un changement de comportement et de mentalité là-dessus? Oui, vous l'avez si bien dit, mais moi je pense que le mérite réside déjà dans l'engagement et aussi les initiatives qui seront prises pour démarrer effectivement le processus. Je pense qu'il y a des actions qui sont déjà en cours au niveau par exemple du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Nous avons engagé la relecture du Code de l'urbanisme et de la construction qui doit intégrer la loi sur la promotion immobilière dans un document de loi unique. Et on est en train d'y travailler. Je disais tantôt qu'il y a des éléments sur les décrets d'application de la loi sur la promotion immobilière également qui sont en relecture. Naturellement, c'est un long chantier, mais je pense que avec l'engagement, la volonté, mais aussi l'apport des autres acteurs. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que une certaine catégorie de la population se mette en retrait et pense que c'est l'État qui doit apporter toute la solution. Il doit avoir de l'engagement de part et d'autre, l'État, les collectivités territoriales, les populations elles-mêmes, d'accepter que la voie sur laquelle elles sont lancées, c'est leur propre destruction à la limite. Parce que quand tu n'as par exemple que le foncier comme patrimoine, que tu te mets à brader ça en une année, et si tu en faisais un investissement utile, on pouvait même dire bravo. Mais si c'est pour aller payer des motos, prendre des femmes, et puis se rendre intéressant parmi les autres, en une année, tu as tout dilapidé, et du coup, tu deviens le plus aigri. En réalité, quand on parle de la bombe, ça vient de tout ça. Quand ils auront fini de vendre et qu'ils ne sauront plus à quoi se référer, c'est ça, on crée une société d'aigris et du coup, la tension est là permanemment et c'est ça qui va amener la crise. Et il faut éviter la tension dans l'ordre de la discipline, d'autant que dans le message qu'il a livré à la nation à la veille de la célébration, le 11 décembre dernier, du 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina, le président du Faso a réaffirmé avec force que, je cite, « Aucune nation ne peut prospérer dans le désordre, l'incivisme, la corruption, le reniement de la patrie, autant de fléaux qui fragilisent la cohésion sociale et les efforts pour un mieux-être collectif. » Fin de citation. D'accord là-dessus, Bourema Ouédraogo? Tout à fait. Et j'ajouterais que aucune nation ne peut se construire tant que l'autorité n'assume pas fermement ses responsabilités face au désordre. Tant que l'autorité n'assume pas fermement ses responsabilités face au désordre, et on est dans cette dynamique-là au niveau du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville. Naturellement, et en face, il faut la population mettre du sien, parce que être citoyen, c'est avoir des comportements responsables et privilégier l'intérêt commun, l'intérêt général au détriment de l'intérêt individuel. C'est-à-dire que c'est ensemble qu'on peut construire une nation et non pas quelqu'un qui fait l'effort et puis l'autre qui tire dans l'autre sens, de l'autre côté. Puisque on a ajouté la ville comme entité à votre département, ça veut dire qu'on aura bientôt des villes mieux organisées, mieux aménagées, très propres. Est-ce qu'on y travaille déjà pour relooker nos villes au Burkina? Il y a cette question récurrente des inondations. On en a connu le 1er septembre 2019 et encore à l'hivernage dernier en 2020. Est-ce que tout cela ne rentre pas aussi en compte dans ce qu'il faudrait faire pour agir sur le foncier et pour agir sur une politique d'habitat intéressante pour tous?
Je dois dire que la situation actuelle procède d'une démarche articulée entre le besoin de revoir les textes, le besoin de mettre de l'ordre dans nos villes, et en ajoutant le mot ville à l'appellation du ministère, c'est aussi une manière de marquer davantage l'autorité du ministère sur les espaces urbains pour qu'il y ait plus de cohérence dans les interventions des différents acteurs et pour qu'il y ait de l'harmonie. Vous avez déjà vu le week-end passé seulement, monsieur le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville a organisé une journée de salubrité publique. Ça, c'est une manière d'inviter les travailleurs des secteurs publics et privés et au-delà, le citoyen à rendre son environnement, son cadre de vie plus propre. En 30 secondes, on va terminer cette émission avec Bourema Ouedraogo, donc rendre les villes plus propres, faire un mariage entre l'architecture, l'urbanisme et la gestion d'un foncier qui satisfasse tout le monde. Oui, tout à fait. Je crois que c'est le défi. Si on veut effectivement avoir des villes modernes, il n'y a pas que le lotissement, parce qu'on a comme l'impression que nous passons tout notre temps à faire des extensions, une extension spatiale, sans voir comment effectivement on aménage les cadres de vie, sans voir qui est responsable, parce qu'effectivement, il l'a dit, il faut aussi que si les questions aussi d'assainissement, les citoyens comprennent qu'on ne peut pas envoyer, ça dit, on ne peut pas attendre des conseils municipaux qui règlent tous les problèmes de salubrité devant nos concessions. Il faut quand même que nous fassions l'effort. Comme on le dit, quand on te lave le dos, il faut au moins que tu te laves le ventre. Quand on te lave le dos, il faut que tu te laves le ventre pourvu que ce message de bon sens soit entendu et que le message de fermeté du président du Faso fasse tilt. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 125 qui recevait pour vous Marc Keswende Ouedraogo. C'est le directeur général de l'urbanisme, de la viabilisation et de la topographie au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville. Merci pour vos éclairages. Je vous en prie. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Bourema Ouedraogo, journaliste et directeur de publication du bimensuel Le Reporter et du quotidien en ligne Info H24. Bourema Ouedraogo, je l'ai dit au début de cette émission, est également le président de la Société des éditeurs de la presse privée. Merci Bourema Ouedraogo pour la sollicitude. C'est Abibata Clarisse Sawadogo Benawo que je remercie, qui a assuré la réalisation de ce numéro de Périscope avec le soutien et l'appui de toute l'équipe technique du jour. Merci également à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité à cette émission. Prenons soin les uns des autres et respectons les gestes barrières contre le coronavirus, surtout en ces temps troublés où chaque matin que l'on découvre est une grâce infinie et chaque manifestation de solidarité une victoire. Mais prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.